Vous écoutez le podcast Quand le sport vise durable. On parle d'environnement, de handicap, de biodiversité, d'égalité de genre ou encore d'éducation. Tout ça en lien avec le sport. Et ça tombe bien car les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris approchent à grands pas. Derrière les micros, des élèves au lycée entre 16 et 18 ans, ils et elles ont beaucoup de questions à poser. Pour y répondre, des sportifs et sportives de haut niveau, des responsables d'associations ou encore des entrepreneurs et entrepreneuses. Quand le sport vise durable. Un podcast coproduit par René Prod et l'association Terre Agir. Avec la journaliste Margot Bédé. Épisode 3 avec Brian Cantero, coureur de demi-fond et champion d'une discipline sportive originale, le ramassage de mégots. Tout le monde est prêt et détendu ? C'est un entrepreneur, un sportif, ancien athlète de haut niveau et avant tout une personne engagée pour la préservation de la planète qui vient nous voir. Il a créé l'EcoSport Challenge, un festival sportif au service de l'environnement. Le sport et l'environnement, deux passions qui ne vont pas l'une sans l'autre à ses yeux. Alors forcément, il attend les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 avec impatience. Bonjour Brian Cantero. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pour vous interviewer, vous l'avez entendu, il y a Ryan et Assetou, tous les deux élèves de seconde au lycée professionnel Jacques Prévert à Versailles dans les Yvelines, un établissement labellisé Écolycée. Et vous, avec EcoSport Challenge, justement, vous sensibilisez le grand public aux enjeux environnementaux via le sport. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, c'est une occasion en or finalement de mettre l'environnement sur la première marche du podium. Bien sûr, c'est une occasion en or et c'est aussi l'occasion en or pour nos champions français de pouvoir se positionner et prendre des prises de parole affirmées sur le sujet. Moi et Assetou, on avait quelques questions. Je vais commencer. Alors, comment ces Jeux peuvent contribuer à une prise de conscience ? Déjà, les Jeux Olympiques, pour un sportif, c'est rare, c'est une occasion unique et c'est une des seules occasions où dans de nombreux sports on peut justement avoir cette visibilité et du coup on peut avoir cette tribune pour pouvoir s'exprimer, sensibiliser sur des sujets qui nous sont chers. Et aujourd'hui on a plein de sportifs français qui s'engagent sur ces sujets environnementaux et qui soutiennent des associations, des entreprises qui essayent de faire bouger les lignes. Donc oui, pour eux, c'est une occasion rêvée justement de pouvoir se positionner et de mettre en avant et en lumière tous ces beaux projets. Concrètement, comment comptez-vous vous servir de ces Jeux pour sensibiliser l'environnement ? La mécanique des Jeux Olympiques, c'est quand même l'événement numéro 1 au monde. Donc évidemment, il y a un fort déplacement de population. Donc on sait très bien qu'il y aura un impact qui sera important. Maintenant, c'est peut-être aussi de pouvoir se servir de ce terrain d'expression-là pour mettre en avant des actions qui sont faites régulièrement pour justement sensibiliser justement ce public de masse à peut-être mieux consommer, entendre et découvrir des projets qui vont faire bouger les lignes sur ces sujets environnementaux et peut-être les sensibiliser dans leur écologie personnelle et dans leur quotidien pour améliorer les choses, parce que je pense que le changement, il viendra d'abord individuellement, sur des prises de conscience individuelles, avant justement de gagner tout ce collectif et pour que les choses changent dans le fond. Et le fait que ce soit un loisir, le sport, sauf quand on est professionnel, mais c'est peut-être aussi une approche plus accessible, un sportif qui a un discours sur l'environnement ? Oui, aujourd'hui les sportifs sont dans notre société souvent considérés comme des modèles, donc évidemment si eux prennent la parole, si avec l'avènement des réseaux sociaux se mettent en action en train d'essayer de changer les choses. Par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple du plugging, courir, ramasser des déchets. Automatiquement, si aujourd'hui on a un athlète français ou un trailer assez connu qui va mettre le bleu de chauffe et aller ramasser des déchets par terre pendant un entraînement, automatiquement, le grand public va être sensibilisé, va peut-être faire la même chose derrière. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de mimétisme, d'exemplarité qui peut faire changer les choses quand on est sportif de haut niveau. Quels sont les secteurs où il y a encore beaucoup de travail ? Tous les secteurs. En particulier. C'est marrant parce que la première chose que vous avez citée, c'est quand même le transport. Le transport, là je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à faire.
Aujourd'hui, je travaille avec un athlète qui se positionne justement sur ces enjeux-là, qui s'appelle Pierre-Ambroise Boss, qui est en lice pour les prochains Jeux Olympiques. Et dans ce projet qui est collectif, un objectif, voire 2 objectifs communs, c'est d'être champion olympique à Paris, mais également de sensibiliser pour une pratique plus responsable. Donc là, on est vraiment sur le côté exemplarité et essayer d'engager les communautés à faire mieux. Et là, pour le coup, lui, il partait énormément en stage d'entraînement à l'étranger. Et là, on a décidé de rester en France. Pourquoi il partait à l'étranger? C'était mieux ailleurs? Parce qu'il y a des meilleures conditions, il y a la météo qui est meilleure suivant les périodes. En montagne, par exemple. Voilà, on va chercher de l'altitude, on va chercher tout un tas de paramètres. Aussi peut-être au niveau de tarification, parce qu'il y a, il y a des pays où les coûts sont moins chers. Et là, nous, l'idée, ça a été de se dire pourquoi pas découvrir d'autres lieux en restant en France et en partageant justement aussi avec les Français et les différentes régions. Et aujourd'hui, nous, il ne prend plus du tout l'avion pour aller à l'étranger. Même sur les trajets nationaux, essayer vraiment de prendre le train ou d'utiliser des transports à faible émission. Et donc ça passe par des choses là. C'est des choses qui peuvent paraître simples, mais ne plus avoir le réflexe de prendre un Lyon-Paris en avion et de prendre le train, ça paraît logique. Mais aujourd'hui, tout le monde ne le fait pas. Donc ça peut passer par ce genre de choses-là. Alors justement, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez monté l'EcoSport Challenge, que vous définissez comme un festival sportif au service de l'environnement. En quoi ça consiste ? L'EcoSport Challenge, c'est né de cette volonté justement d'associer le sport et notamment la course à pied aux enjeux environnementaux. Donc c'est né d'un concept qui existe déjà, qui s'appelle le plugging, qui est très répandu dans les pays nordiques, notamment en Suède, en Norvège. Et l'idée, c'est de mêler la course à pied avec le ramassage de déchets. Donc nous, on a notamment par l'intermédiaire de Pierre-Ambroise, qui est mon grand ami, boss, et qui est actuellement coureur. L'idée, c'était de se dire, lui, il a envie de sensibiliser sur ces enjeux-là, mais comment le faire, justement, à travers un concept simple et facile d'accès. Donc, en gros, fun aussi. Ouais, et fun. Et c'est vrai que courir et ramasser des déchets, ça peut paraître antinomique parce que c'est pas simple. Et du coup, on a commencé par des petits événements où on avait 5-10 personnes et petit à petit, on a amené des briques un peu plus ludiques. On a eu ce côté aussi, ramasser c'est bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait du déchet? Donc rapidement, la seconde vie du déchet, c'est imposé à nous. Donc on a commencé à se renseigner, on a commencé à rencontrer des acteurs, notamment de l'upcycling, donc c'est-à-dire redonner vie à nos déchets. Et petit à petit, avec toutes ces rencontres-là, on a eu l'occasion, il y a de ça un an, en septembre 2022, à Lille, grâce aussi aux partenaires qu'on avait sur place, de pouvoir organiser quelque chose de plus gros. Et on s'est dit, pourquoi pas l'idée d'un festival. Nous, on aime bien aussi le côté énergie, le côté rencontre, le côté un peu festif. Et l'idée, ça a été de se dire, on va créer le premier festival sportif au service de l'environnement, où on va pouvoir mettre aussi en avant, au travers des actions, donc qu'on appelait des éco-jogs, une compétition de ramassage de déchets, et derrière de mettre en avant tous les déchets qu'on va pouvoir ramasser avec des acteurs de la revalorisation ou des associations qui vont faire quelque chose de ces déchets-là. Donc par exemple, on a notre partenaire sur le mégot, qui est un gros fil rouge chez nous, parce que le mégot, c'est vraiment le déchet qu'on retrouve le plus par terre et qui est le plus polluant. Oui, j'ai lu d'ailleurs, c'était sur le ministère de la Transition écologique, entre 20 000 et 25 000 tonnes de mégots jetés chaque année en France. Nous, on les comptabilise en nombre, c'est-à-dire qu'on sait que dans une bouteille d'1,5 litre, on a à peu près 600 mégots. Et nous, on comptabilise ça comme ça. Donc, par exemple, sur la première édition à Lille, on a ramassé 450 000 mégots. Sur notre deuxième édition, qui était elle lyonnaise, on a ramassé 500 000 mégots. Et l'idée, c'est de pouvoir convertir en fait le nombre de mégots ramassés par l'eau qu'on a pu justement préserver. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi de ces mégots. Donc nous, on a un partenaire sur la revalorisation qui s'appelle Mégots. C'est les pionniers de la revalorisation du mégot. Et qu'est-ce qu'ils font alors avec ces mégots? Et eux, ils transforment, donc ils traitent tout d'abord le mégot pour le transformer en mobilier urbain. Donc recréer des bancs, des appuis d'eau, des jouets, des jeux pour réimplanter ça dans des parcs pour enfants, par exemple. Paradoxal, on se dit, alors ce jeu pour enfants était fait avec un mégot de cigarette. Ouais. Et c'est peut-être ça aussi la solution en termes de sensibilisation, parce qu'on peut vraiment toucher les publics jeunes. Et nous, c'est un peu le message qu'on délivre, c'est qu'aujourd'hui, sur notre édition, on a ramassé
X milliers de mégots et derrière on a pu en retransformer avec X bancs qui vont être réimplantés dans les métropoles là où on intervient. Comment ça vous est venu à l'idée ? C'est vraiment venu avec l'accumulation d'événements. Donc, c'est vraiment un process de plusieurs années, on va dire. Moi, je suis ambassadeur du World Cleanup Day. Donc, c'est la journée mondiale du ramassage de déchets. Donc, c'est une fois par an et c'est une fois par an où on met en avant ce genre d'action. Vous avez déjà fait ça d'ailleurs, ramasser des déchets à l'occasion d'événements comme ça assez tout... Ryan, ouais, tu hoches de la tête, ça t'est déjà arrivé ? Moi, j'ai déjà fait ça au collège. Ouais. C'est vrai qu'il y a des sensibilisations aussi dans les écoles, dans les collèges. Ah oui, ils sont très tournés. C'est important. C'est sûr, sensibiliser les jeunes autour de ces sujets-là, c'est la relève de demain. Et je sais que le World Cleanup Day est hyper sensible à ça. Et il y a tout un côté pédagogique aussi, donc où là, on n'est pas moralisateur, mais on va justement permettre de ramasser en s'amusant. Et c'est un peu le même concept que nous on a, mais aussi par le volet sportif. Est-ce que courir et ramasser des déchets pourrait devenir une épreuve des Jeux Olympiques ? Ça serait cool. Ouais, ça serait une très très bonne chose. Après, je pense que ça ne le deviendra pas, mais par contre, si ça pouvait, ça pouvait s'intégrer, en tout cas chez tous les organisateurs de courses en post-événement. Donc, une fois que l'événement est passé, l'événement va polluer automatiquement, il va y avoir des déchets par terre. Si à chaque fin d'événements de ce type, on pouvait avoir un plugging ou en tout cas un ramassage qui se passe dans la foulée, ça serait, je pense, une bonne chose. Oui. Vous, Brian Cantero, vous êtes vous-même ancienne athlète de haut niveau. Vous, c'était quoi le demi-fond, donc 1500 mètres, ouais. C'est ça. On se posait la question justement avec Assetou. Comment l'athlétisme est arrivé dans votre vie ? Je crois que l'athlétisme m'a choisi. C'est chouette quand ça se passe comme ça. Ouais, moi j'ai fait beaucoup de foot, comme beaucoup de jeunes de mon âge. J'ai commencé par le foot et c'est vrai que je courais beaucoup sur le terrain. Et puis un jour, je gagnais tous les crosses du collège. Voilà. Et puis un jour, j'ai ma prof en 3e qui m'a dit est-ce que tu voudrais pas essayer un 1000 mètres, une compétition et moi, pour le challenge, j'ai dit oui. Et puis j'ai gagné cette compétition-là. Et puis il y a 2 coachs qui m'ont sauté dessus, qui sont venus me voir en mode est-ce que tu voudrais pas venir t'inscrire à l'athlé, etc. Et puis le bien-être que ça m'a procuré, c'était la première fois que je me dépassais vraiment et c'est la première fois que j'ai découvert le dépassement de soi, ce que c'était, se mettre dans un état un peu second. Et c'est vrai que ça m'a piqué et du coup j'avais toujours dans un coin de ma tête le fait de me dire pourquoi pas un jour tenter vraiment l'athlétisme. Et le jour où j'en ai eu un peu marre du foot, parce que le côté collectif a ses avantages parce qu'on partage des choses, mais peut avoir ses inconvénients aussi parce qu'on peut être frustré que tes collègues sur le terrain fassent pas forcément les efforts. Et moi, c'est vrai que j'étais dans cet état d'esprit-là. Et un jour, j'ai eu l'opportunité, je l'ai saisi, et puis petit à petit, j'ai eu les résultats directement, et donc je suis resté dans ce milieu-là. Ouais. Pourquoi vous avez choisi ce métier ? Alors, le métier d'athlète... On parle de métier d'ailleurs ? C'est compliqué. C'est difficile de dire aujourd'hui je suis professionnel dans mon sport, et dans beaucoup de disciplines ça l'est. C'est vraiment quelque chose qui est pas simple parce qu'aujourd'hui les sponsors sont pas forcément ultra présents, on gagne pas forcément très très bien sa vie, même si on passe à la télé, on peut penser l'inverse, on dit ouais il passe à la télé, tout va bien pour lui, mais en fait il y a de la précarité. Il y a beaucoup de précarité. Ouais. Aujourd'hui c'est quasiment 70% des athlètes de haut niveau qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui a été mon cas pendant plusieurs saisons. Alors pourquoi ce métier ? Pas toutes les saisons, parce qu'en fait on rentre dans un circuit où on s'entraîne, pour moi c'était entre 10 et 13 fois par semaine, et en fait on, sans forcément le vouloir, mais on met un peu entre parenthèses les études parce qu'on a moins de temps, on a moins d'énergie à dépenser là-dedans, on pense qu'on va devenir le futur médaillé olympique, médaillé mondial, et sauf qu'au bout d'un moment on n'a pas tous les prédispositions pour y arriver, et c'est vrai qu'au bout d'un moment on bloque, et quand on bloque, en fait, quand on regarde derrière, on a fait beaucoup de chemin et on peut pas forcément, il n'y a pas forcément de retour en arrière possible. Moi, j'ai eu l'opportunité d'arrêter ma carrière, mais ça a été un choix quand même fort parce que c'était une grande partie de ma vie. Combien de temps ? Ça a été quasiment 9 ans, ouais. Quasiment 9 ans de haut niveau. Et en fait, moi, j'ai arrêté sans vraiment arrêter parce que j'ai jamais annoncé mon arrêt de carrière. Et j'ai eu une opportunité de me lancer dans l'entrepreneuriat et je l'ai saisi. Donc après, ça voilà. On en parlait en plus hors micro, c'est que cette fameuse précarité, vous, à la fin, il a fallu solliciter du monde.
Bah moi, sur la fin de ma carrière, alors que c'était là où j'avais le niveau le plus intéressant et le plus fort. Bah moi j'ai dû aller. J'étais bien entouré de mes proches qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu à un moment où voilà, je me préparais pour les Jeux Olympiques 2016 et c'était pas forcément simple. Et aujourd'hui, l'athlétisme en plus n'est pas le sport le plus précaire de cet écosystème-là, pour dire. C'est lequel le plus précaire? Beaucoup de sports individuels, excepté 2-3 sports collectifs qui surnagent, où là il y a plus de solidité et d'accompagnement. C'est une grande majorité des sports individuels qu'on voit aujourd'hui aux Jeux Olympiques et c'est pas simple. Et en plus, quand tu es sportif de niveau, il faut déjà se qualifier aux Jeux Olympiques. Mais pour certains sports, tu es visible une fois tous les 4 ans. Donc il suffit que tu te blesses 2 semaines, 3 semaines avant, alors que tu as été au top tout le long de ce parcours-là. Enfin, c'est hyper aléatoire et c'est hyper difficile. Combien de temps dure une préparation pour une course? Alors généralement, nous en athlétisme, on a tendance à dire que c'est 95% de préparation pour 5% de compétition. C'est-à-dire que tu te prépares en fait tout le temps et tu cours très peu. Et le moment où tu cours, il faut que tous les paramètres soient réunis. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies la bonne course, donc le bon meeting pour aller vite, parce que nous, on est vraiment sur de la performance de pointe, donc il faut faire le chrono le plus rapide possible. Souvent, pour se qualifier au grand championnat, il faut avoir fait ce qu'on appelle des minima, donc c'est réaliser un temps pour pouvoir se qualifier. Et après, derrière, il faut être dans les 3 premiers championnats de France pour pouvoir valider son ticket. Donc il y a vraiment ces 2 paramètres-là à avoir. Et donc si tu tombes pas dans la bonne course, si tu tombes un jour où il pleut, où il y a du vent, bah, tout de suite, tu as moins de chances de réaliser ton chrono. Et donc, il n'y a pas beaucoup de portes ouvertes, on va dire, pour pouvoir réaliser ces minima-là et ces prérequis-là pour se qualifier. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu aléatoire aussi dans tout ça. Qu'est-ce qui vous choque le plus à cette époque? Alors, ce qui me choque le plus à cette époque, comme ça me choquait quand j'étais en carrière, c'est vraiment qu'on n'ait pas trouvé une solution pour pouvoir professionnaliser ces sportifs-là, au moins avoir un revenu décent pour pouvoir se préparer et pour pouvoir être dans le confort mental, ne serait-ce que dans le confort mental, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi la problématique. On peut toujours s'en sortir, mais c'est vrai que quand financièrement on gagne pas bien sa vie, comment on peut être ultra performant dans une discipline qui requiert beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation. C'est vrai que mentalement on peut être aussi assez fébrile par rapport à ces sujets-là. Et donc pas aussi disponible pour avoir les messages que portent certains sportifs aujourd'hui complètement. au sujet de l'environnement. Complètement, c'est hyper dur j'ai tendance à comparer les sportifs de niveau à des entrepreneurs qu'ils ne savent pas forcément, parce qu'en fait on doit entreprendre sa propre carrière, on doit aller chercher ses partenaires, et ça c'est de l'énergie qu'on nous demande et on n'a pas forcément toutes les cartes en main à ce moment-là. Donc c'est sûr que le fait qu'il y ait des entreprises et qu'il y ait des boîtes qui se lancent pour justement accompagner ces sportifs-là et leur donner les clés, c'est hyper important. Quel message aimeriez-vous faire passer à notre génération? Ne jamais avoir peur de tenter des choses, parce que de toute façon, à part de la frustration de ne pas avoir tenté, c'est tout ce que ça va générer en toi. Donc, et échouer aujourd'hui, c'est le cycle normal de la vie. Sans échec, il n'y a pas de réussite. Et la personne qui va te dire qu'elle a réussi sans avoir échoué avant, je pense qu'elle aura bien menti. Ouais. Et puis c'est en plus un bon remède à l'éco-anxiété, le fait d'agir. Ouais. C'est un réconfort. Bien sûr. On n'est pas dans l'inaction. C'est vrai. Le fait d'avoir peur d'agir, déjà, on sent déjà qu'on reste dans une position un peu fermée, et le fait de s'engager et de faire des choses, on va automatiquement être sur une ouverture, sur du mouvement. Et quand on est dans le mouvement, généralement, on se sent bien, que ce soit dans son corps, que ce soit dans son esprit. Vous faites des choses pour l'environnement, Assetou et Ryan? Moi, oui, avec les éducateurs de ma ville. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Des fois, on récolte des déchets et eux, pour nous récompenser l'action, ils nous ramènent faire des activités. C'est pas mal, ça. C'est le même principe finalement que la course. Ceux qui arrivent à ramasser plus de déchets, il y a une petite récompense. C'est clair. Mais c'est souvent ça, en fait. D'avoir ce système de récompense. Mais au-delà de la récompense, le fait de faire, je pense que faut faire une fois pour comprendre. Ouais. Et se dire, ok, j'ai fait quelque chose de bien, j'étais avec des personnes qui partagent
les mêmes envies, en tout cas la même énergie. C'est ça qui fait qu'on va s'y mettre ou pas, quoi. Et toi, c'est tout? Moi, c'est entre amis. C'est pas avec les éducateurs, tout ça, c'est entre amis. Une fois par mois, genre, on ramasse dans notre quartier ou même dans notre ville des déchets. Bah, c'est super. Ouais. Des initiatives comme ça. Hop. Trop cool. C'est cadeau. Ouais, c'est les meilleures, celles-ci. Merci beaucoup en tout cas, Brian Cantero, et merci à vous deux. Donc je rappelle Merci à que vous êtes fondateur de l'EcoSport Challenge, un festival sportif au service de l'environnement. Quand le sport vise durable, un podcast coproduit par René Prod et l'association Terragir en partenariat avec l'ADEME. Merci aux équipes de Jeunes Reporters pour l'environnement et d'Éco-École pour l'accompagnement pédagogique. Écolosport et Convergence pour leur appui. Un grand merci également au lycée professionnel Jacques Prévert pour son accueil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et si le cœur vous en dit, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Non, c'était super. Ça vous a plu? Non, mais c'était cool. Ouais.